Donc, merci pour l'invitation. Merci pour l'aide que tous les gens qui sont dans le groupe de travail m'ont permis pour faire la présentation aujourd'hui. Et je vous parle de la photobiomodulation parce que en douleur, depuis 2002 à l'hôpital du Haut-Richelieu, j'ai fait mon travail et je trouvais qu'il y a plus d'outils que j'ai pour offrir aux patients dans la gestion de la douleur plus facile que c'est et plus d'aide qu'on peut offrir aux patients. Donc, on les connaît pour l'assothérapie plus populairement parlant, mais il y a déjà un terme bien approuvé qui s'appelle la photobiomodulation pour la gestion de la douleur et c'est une des recommandations que j'ai actuellement dans ma pratique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. On connaît tous combien de cher coûte à l'État et aux patients la gestion de la douleur, monétairement à l'État, et les patients payent avec tous les effets secondaires qu'il peut avoir, les moyens qu'on a actuellement pour cette gestion-là de douleur. De plus simple, comme le Tylenol pour l'affection hépatique qu'il peut provoquer, comme les anti-inflammatoires on est à l'hôpital. Les anti-inflammatoires de manière plus aiguë pour les ulcères d'estomac, de manière plus chronique pour l'affection rénale, et la cortisone pour les injections à répétition, on connaît déjà sa répercussion. Pendant la COVID, j'avais entendu un webinaire, parce qu'il y a eu beaucoup de webinaires dans cette période-là, qui étaient faits par les orthopédistes nord-américains, qui avaient fait une relation entre les patients qui avaient eu de l'influenza ou des maladies d'influenza plus sévères, c'était des patients qui avaient plus d'interventions, des infiltrations de cortisone. Et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est possible que les patients qui ont aussi beaucoup d'infiltrations de cortisone aient eu un comportement ils ont été plus malades avec la COVID? Et c'est là que j'ai eu plus de motivation pour utiliser toujours des techniques moins invasives et c'est là que les lasers ou la photobiomodulation a pris plus d'intérêt dans l'application, dans les recommandations de ma pratique. L'objectif, c'était bien sûr éviter tout ce que ce soit interventionnel, pharmacologique, essayer de décapiter le plus vite possible les événements aigus et d'éviter de diminuer ou de ne pas prescrire des narcotiques, des anti-inflammatoires ou des infiltrations comme les gestes réguliers à faire. Et le but, surtout, c'est de retourner le patient le plus vite possible au travail ou de l'intégrer aux activités de la vie quotidienne de manière la plus confortable. Donc, il y a un tableau qui a été publié par le McGill Group sur les douleurs lombaires et ça motive beaucoup mon travail. Et c'est l'effet de travailler dans les périodes aiguës et sous-aiguës pour garantir une meilleure intégration au travail. Et voyez-vous, quand la lombalgie, ça fait longtemps qu'il traîne, comment est-ce que c'est difficile de gagner la bataille. Ça, c'est un terme qui actuellement, on dit qu'il est obsolète. Mais quand j'ai entendu parler du laser, c'était le premier terme que j'ai lisé. Mais qu'est-ce qui m'a fait réfléchir pour vous le présenter? C'est parce qu'on a fait, dans les concepts, on dit que c'est la comparaison du processus de photosensibilité qui reçoit les plantes quand elles reçoivent le soleil. Donc, quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu un arbre qui était à côté de moi, chez moi, un sapin, entre deux maisons, qui ne recevait presque pas de lumière. Et l'autre qui était en face, qui recevait beaucoup de lumière. Alors, je me suis dit, mais voilà, c'est peut-être cet effet-là de manière simple qui fait la photobiomodulation au niveau cellulaire, au niveau de notre système humain. Donc, en parlant du laser, il y a la photobiomodulation, parce que c'est plus long à utiliser le terme. C'est pour ça qu'on a plus tendance à parler juste du laser, mais ce n'est pas juste, si je vous parlerai la raison tantôt pourquoi. C'est parce que la photobiomodulation utilise du laser. Et quel laser on utilise? C'est les lasers B3. C'est celui-là, quand vous allez parler d'eux,
photobiomodulation et laser, c'est les lasers 3. Parce que le laser 4, c'est le laser qui détruit. C'est le laser qu'on utilise en chirurgie. Pour ceux qui font l'anesthésie, la radiofréquence, les lasers 3, ça serait comme la radiofréquence pulsée, la modulation, la neuromodulation. Et la radiofréquence continue, ça serait la destruction. Ça serait comme si on veut faire simplifier les concepts. Donc, les lasers classe 3, c'est celui-là qui a le pouvoir de pénétrer les tissus. Et les lasers 4, c'est celui-là qui, quand on rentre en contact avec la voie, les tissus vont rejeter l'effet parce que c'est exactement un effet destructeur. On ne veut pas que la destruction aille en profondeur. Donc, en consensus, on sait déjà qu'on parle de photobiomodulation thérapeutique. C'est un concept qui va rester comme ça, qui à partir de récemment, la littérature va parler toujours de ce terme-là. Et comme je vous disais, c'est parce que la première partie du traitement, c'est faite par des diodes qui transmettent la lumière forte, à grande intensité. Et par la suite, il y a une petite période de laser, et autant une comme l'autre, il y a une longitude d'onde qui va être bien établie, bien régulée pour faire son effet en profondeur. Presque plus maintenant, l'intérêt que les gens en recherche utilisent, c'est l'effet que ça produit, qui n'est pas limité seulement à l'effet anti-inflammatoire. Il y a aussi un effet d'immunomodulation et de régénération tissulaire qui est très étudié par les dermatologues. Et c'est ceux qui ont fait plus de publications là-dessus. Ça, c'est un pied de patients diabétiques qui, après des sessions de laser, il y a eu un rétablissement presque total de sa lésion. Dans le cas à nous, la partie qui nous intéresse, c'est que quand on applique la photobiomodulation, on applique la lumière sur le tissu et la première partie de cette lumière-là, au niveau de la membrane, au niveau du récepteur, il va y avoir la captation de cette lumière avec la longitude d'onde qui va être préétablie par la machine. Et cette lumière-là va favoriser l'activité enzymatique du groupe de cytochromes C oxydase. Et ces enzymes-là favorisent en même temps la transformation de l'ADP en ATP. Donc, ça, c'est au niveau de la membrane. Au niveau intracellulaire, cette augmentation de ATP va donner plus d'énergie à la cellule, plus d'énergie au mitochondre pour réaliser toutes les activités de phagocytose, d'augmentation de macrophages, d'activités anti-inflammatoires. Et c'est la partie qui nous intéresse à nous en douleur pour l'effet de la photobiomodulation en traitement. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'il n'y a pas une dose unique, parce qu'il y a beaucoup de manufacturiers, parce que la recherche, c'est difficile quand les traitements sont très personnalisés, mais on travaille là-dessus. Je pense qu'un jour, ça va être beaucoup plus facile d'arriver à des conclusions. Dans toutes nos recherches, on a trouvé, comme de la même façon qu'en échographie, on dit, bon, on veut la machine de General Electric, on veut Sonosite, on veut ci. Dans l'industrie du laser, on a marqué l'intérêt sur cette compagnie-là parce qu'elle avait dans les paramètres une façon facile d'appliquer les traitements, une façon aussi qui respectait les recommandations et parce qu'il était approuvé aussi par Santé Canada. Et cette machine, qu'est-ce qui nous permet? C'est de donner aussi du laser de photobiomodulation, excusez-moi, parce que c'est facile de dire laser, hein, de photobiomodulation à une plus grande, large spectre, une plus grande superficie de lésion. Et en même temps, parce qu'il respectait la longitude d'onde qui est recommandée par la bibliographie, et je vous explique tantôt pourquoi. C'est parce que pendant cette longitude d'onde, entre 660 et 850, on va avoir, comme vous voyez, les lasers classe 3, une plus grande concentration de cytochromes C oxydase. Donc, on va avoir plus de stimulation à l'activité anti-inflammatoire cellulaire. Mais en même temps, on ne dépasse pas la température, les mouvements ioniques ne réchauffent pas les tissus interstitiels. Donc, il n'y aura pas ni vasodilatation ni réchauffement. Ça permet que dans la partie où est-ce qu'on veut que l'activité anti-inflammatoire persiste plus longtemps, soit faite. Ça, c'est l'effet-là qui nous permet cette programmation de longitude d'onde. Et c'est la raison pour laquelle on recommande que ça soit traité les patients avec cette paramètre.
Ce n'est pas nous autres seulement, c'est la littérature aussi qui recommande ça. Donc, les recommandations sont toujours de faire un programme plus individuel selon la tolérance du patient. Il faut combiner la première partie de la photomodulation avec la deuxième partie bien programmée du laser sur le longitude qu'on avait parlé, que c'était important de respecter. Il faut aussi être sûr, ce n'est pas un traitement unique, là. Si les patients répondent tout seuls à ça, ben c'est magnifique, mais il faut savoir que pour tout seul, en gestion de douleur, c'est rare de trouver un geste magique. C'est la gestion de tous les petits détails qui vont nous rapporter plus de bénéfices. Ça, c'est le programme qu'utilisent les techniciens. Ils m'ont dit, ne prenez pas ça, ça va étourdir les gens, mais je voulais juste vous dire que moi, je suis les médecins qui recommandent. Et les techniciens suivent les patients, ils font les ajustements pour obtenir un meilleur résultat. Et à partir d'un certain protocole, ils nous donnent un feedback de la situation, de la réponse. Et ça me permet aussi de continuer à orienter les patients dans une direction ou l'autre. Sur les indications, si j'ai plus de temps, mais par les questions après, je reçois les patients qui m'envoient les médecins de famille ou les orthopédistes. Et malheureusement, on a les patients déjà avec plusieurs interventions, de fait avec réussite ou moyennement réussite ou pas réussite du tout. Et qu'est-ce qu'on a trouvé pour les gens qui sont plus familiers, plus connaissants de l'assistance de cette thérapie, c'est qu'on reçoit les patients un petit peu plus tôt et on a de bons résultats pour surtout les pathologies cervicales, pour les tendons d'Achille et surtout les gens en ortho qui ont des neuropathies. Et la réponse, c'est des fois encourageante, impressionnante. Les avantages, c'est parce que non invasif, non toxique, facile à appliquer, zéro effet secondaire. Ça vaut beaucoup. Je pense que c'est l'avantage que je trouve la plus intéressante. L'efficacité, il y a une autre efficacité, mais c'est limité. Il y a des patients qui répondent très bien, il y a d'autres patients qui reçoivent beaucoup, qui ont besoin de plus qu'une série courte de traitements. Et c'est là que je trouve le désavantage du laser comme tel, parce que malheureusement, il n'est pas couvert par la RAMQ. Mais si ça pouvait se couvrir, je pense qu'il y a des patients qui sont prêts à faire des essais, des compromis. Il y a des patients que je vous présente tantôt un bénéfice qui est intéressant. Les contre-indications, c'est surtout la protection. Il faut pas dans les yeux, pas dans la glande thyroïde. S'il y a des histoires de cancer, il faut bien consulter avec l'oncologue. La grossesse, ce n'est pas une indication. Il faut éviter chez les femmes enceintes. Et l'épilepsie, c'est une contre-indication relative. Je vous présente ce cas-là parce que, comme je vous avais parlé, c'est au début quand on a commencé à parler de la technique, je recevais toujours les patients quand ça faisait longtemps qu'ils avaient effectué plusieurs techniques. Patient d'une lombosciatalgie de longue date qui a eu multiples interventions, tous les effets secondaires possibles. Elle a fini pour une chirurgie. Après la chirurgie, elle continue à être souffrante, beaucoup d'interventions, beaucoup d'effets secondaires. Et là, je la reçois pour tenter les lasers. Et heureusement, cette patiente a répondu, une réponse de 50% malgré déjà la fibrose et l'inflammation qu'elle a de manière persistante et les corps étrangers. Elle répond, elle est capable de ne pas avoir de narcotiques, de réduire et d'éliminer la coanalgésie. Et elle a décidé d'acheter, parce qu'il y a une machine qui est personnalisée ou pour l'usage pas professionnel. Et elle réussit à se traiter, elle, à la maison, à gérer sa douleur et à ne pas être prise vers des infiltrations à répétition. Dans la littérature, le laser reste toujours comme une technique qui répond à court terme, associée à quelque chose dans les douleurs plus aiguës. Par contre, comme je vous ai montré, l'effet de l'appliquer à un patient qui a eu plusieurs interventions, pour certains cas, si ça produit des bénéfices, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer, surtout qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et ça, c'est une deuxième patiente qui avait une lombalgie sans sciatalgie, qu'il y a eu aussi plusieurs interventions, une radiofréquence qui a répondu au début,
Une deuxième qui, par la suite, n'était pas si... Excusez, il n'y avait pas aussi bonne réponse, qui avait une narcodépendance, il y avait une obésité, mais due à pas la narcodépendance, mais aux besoins des narcotiques, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Il avait essayé le laser pour une courte période de temps, et par la suite, il l'a abandonné. Il m'a rapporté qu'il n'y avait pas de bénéfices, mais par contre, il y avait des détails dans lesquels il me disait, mais j'ai réussi à ne pas prendre les narcotiques et j'ai réussi à ne pas avoir des nausées et un petit peu mieux dans mes activités quotidiennes. Je pense que c'est des patients, malheureusement, les patients, ils doivent payer le traitement. Mais c'est des patients que ça vaut la peine s'il y a quelque chose d'exception à faire pour eux. C'est là-dedans qu'on avait écrit plusieurs lettres. L'équipe ici nous appuie beaucoup pour tenter de trouver quelque chose de mieux pour eux. Je pense qu'on va finir pour réussir. Mais ça, c'est des cas comme ça que je pense qu'ils méritent d'avoir la tentative. Et pour finir, je ne sais pas combien de minutes j'en ai, mais actuellement, les collèges, les médecins, les omnipraticiens nord-américains et les groupes de pain nord-américains conseillent la CERF comme strong recommendation, c'est comme un premier geste à faire. Si on tient en compte que c'est non invasif, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, non pharmacologique, je pense qu'associé à des autres techniques, il y a la possibilité aussi, les patients, s'ils répondent, de se gérer chez eux. C'est comme on a montré aux asthmatiques de se gérer l'asthme à la maison. Je pense que les gens qui ont des douleurs chroniques pourraient gérer si on lui donne des outils. Et à mon opinion, et c'est mon opinion et l'opinion que j'ai aussi adoptée de plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, c'est la douleur est complexe, on est tous d'accord, mais je traite beaucoup la douleur, j'oriente ma pratique pour prévenir la chronicité. Et pour ça, je pense qu'on devrait être plus proactif avec les patients dans la phase aiguë et sous-aiguë pour éviter, pas pour traiter la chronicité, c'est pour éviter de se rendre là. Comme c'est un groupe de recherche qui nous écoute, on fait beaucoup de radiofréquences. Et les patients qui ont de la radiofréquence, ils développent par la suite certains inconforts dorsal. Et c'est un phénomène inflammatoire qu'on déclenche. Et pour certains patients qui ont associé la radiofréquence à la photobiomodulation, on a trouvé que les patients avaient un meilleur confort. Donc, on avait l'intention de faire un travail là-dessus. Et si à un moment donné, des groupes sont intéressés, mais nous aussi, on s'est intéressés à aller dans ce groupe d'investigation. Je vous remercie de votre attention et de l'aide que vous m'avez donnée pour pouvoir faire la présentation.